Bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire du Pôle Santé. Ça nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Pour rappel, le Pôle Santé est une plateforme universitaire qui génère de la connaissance autour des meilleures pratiques en gestion de la santé et qui s'affaire à la transférer dans les milieux de pratique par le biais de la recherche, de la formation et de l'accompagnement des milieux et d'événements de transfert comme celui d'aujourd'hui, le séminaire. Aujourd'hui, on accueille Monsieur Amin Eteman, qui est en charge du programme de qualité du département de chirurgie de Stanford Medicine aux États-Unis. Et c'est aussi un alumni d'HEC Montréal. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, ben, en fait, au département de chirurgie de Stanford, il collabore étroitement avec les chefs de division pour faire progresser l'expérience patient par l'engagement du corps médical autour de l'utilisation des données dans l'amélioration continue. Donc, c'est ce dont il va nous parler aujourd'hui. Bienvenue, Monsieur Hetman, je vous cède la parole. Donc, merci pour l'intro, Ariane. Content de vous revoir. Alors, bonjour tout le monde. Vous allez probablement remarquer là, que le décor est un peu différent de celui de l'enregistrement principal et c'est tout à fait normal. Donc, pour être très transparent avec vous, on a décidé de reprendre uniquement les premières minutes de la présentation parce que, en fait, l'enregistrement officiel avait commencé un petit peu plus tard. Donc, on est aujourd'hui lundi le 20 avril. Je suis donc présentement dans mon beau village d'enfance à Rheinbreitbach, dans la province de Rheinland-Pfalz, en Allemagne, donc un léger décalage géographique, disons, mais exactement dans le même esprit que le 10 avril 2026, quand cette présentation a eu lieu sur Zoom devant l'audience du pôle santé HEC Montréal. Petite anecdote très rapide, mais très importante. Donc, dans l'enregistrement original, les Canadiens de Montréal avaient battu le Lightning de Tampa Bay en fin de saison régulière, et puis l'étoile du tricolore Cole Caulfield avait marqué son 50e la veille. Donc, comme c'est ironique qu'on a encore battu le Lightning de Tampa Bay hier dans le premier match des séries de la Coupe Stanley. Eh oui, j'étais debout jusqu'à 3 heures du matin à regarder la game sans son. Ici en Europe, cette fois, Cole Caulfield n'a pas marqué, mais notre roi slovaque, Juraj Slavkovski, a eu un tour de chapeau, y compris le but de la victoire en prolongation, à l'étranger, j'ose dire. Donc, le son du match venait plutôt de CKC ou Cogeco avec Martin McGuire et Denis Dubé. Donc, go Habs go, voici ce que je portais toute la journée hier. Bon. Passons au boulot et aux choses sérieuses. Donc, je me présente rapidement pour ceux qui découvrent, comme j'ai dit, la présentation par cette première partie. Je m'appelle Amin Etemat et je suis responsable des programmes de qualité au département de chirurgie à Stanford. Mais avant tout, comme Ariane a dit, je suis un fier ancien des HEC, cohorte 2002, donc ça fait maintenant 24 ans. Venir à HEC aujourd'hui, même à distance, c'est pas seulement professionnel pour moi, mais c'est vraiment personnel. Donc, je tiens à remercier sincèrement l'équipe de Pôle Santé HEC Montréal pour cette invitation et pour la flexibilité aussi là, qui nous a permis de garder une présentation complète et cohérente. Donc, ce que je veux vous partager aujourd'hui, et que vous entendrez ensuite dans l'enregistrement principal, ce n'est ni un modèle parfait, ni une recette, c'est du vécu. Donc, je vous rencontre ce que nous, on a essayé de faire à Stanford. D'ailleurs, on l'essaye, puis on le fait tous les jours, avec ce qui a bien fonctionné et ce qui a été un petit peu plus difficile, j'ose dire. Donc, l'idée est simplement là, de partager quelques repères concrets et de voir ensemble ce qui peut ou ce qui peut pas résonner avec votre réalité au Québec. Donc, on peut passer au prochain slide. Donc, avant d'entrer là, dans le concret, juste un mot sur la posture. Donc, je ne suis pas ici comme consultant, ni avec un modèle clé en main. Mon point de vue est vraiment celui de quelqu'un là qui est dans le système avec ses contraintes et ses réalités. Donc, je vais vous partager là plutôt une trajectoire, ce qu'on a ce qu'on a testé et ce qui a accroché, et même ce qui reste encore un petit peu fragile. Donc, l'objectif, c'est d'alimenter cette réflexion-là, c'est pas de donner là, une recette. On va passer à la prochaine.
Donc, pour que ça fasse du sens, je vous donne rapidement le contexte. Donc, le département de chirurgie à Stanford, c'est environ 126 médecins qui tous font partie du corps médical slash professoral, même corps médical de la faculté de médecine à l'Université de Stanford et ils sont repartis dans plusieurs divisions. Donc, on en a 5. Et ces divisions sont très différentes en taille, en volume et aussi en type de pratique. Donc, vous pouvez vous imaginer là qu'on a un environnement assez hétérogène, donc avec des volumes qui varient beaucoup d'un groupe à l'autre. Et ça, là, c'est vraiment clé. Et pourquoi c'est clé? Parce que ça influence directement comment on lit les données. Et comme on pilote tout ça, ça va aussi parler de comment on pilote l'expérience patient de façon crédible. Donc, à partir de ce moment-là, on peut passer à l'enregistrement original à la diapo 4, puis je vous envoie mes salutations les plus chaleureuses d'Allemagne. Also alles Gute, viele Grüße aus Deutschland und auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Danke. Donc, dans ce contexte-là, pourquoi on s'est mis à prioriser l'expérience patient? Écoutez, ça s'est fait progressivement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, là. Avec trois dynamiques, je dirais, qui se sont fait renforcer. Donc, tout d'abord, en interne, il y a un besoin là, d'aligner. On en avait le besoin, puis le besoin est tout le temps là. Le besoin d'aligner la qualité perçue par l'excellence clinique. Ça, c'est clé, ça. Ensuite, il y a les attentes de plus en plus fortes des patients. Vous pouvez vous imaginer, là, en médecine, il y a des attentes des patients. C'est la même chose au Québec qu'en Californie. Donc, il y a des fortes attentes des patients, mais aussi de l'institution. Et finalement, je dirais qu'il y a toujours un lien qui est très direct avec notre mission académique. Donc, notre mission académique, comme la mission d'académique, peut-être à l'Université de Montréal, c'est toujours c'est semblable, c'est de soigner, c'est de bien soigner, c'est de bien former et c'est de bien communiquer avec l'équipe. Donc, ce qui a vraiment changé la donnée qu'on a, et on va en parler beaucoup de la donnée tantôt, c'est quand on a intégré tout ça dans un pilotage annuel. Donc, avec des objectifs clairs, plutôt là qu'une initiative qui est isolée, qui a une durée de vie de, mettons, 2, 3 mois comme projet, puis après que le projet c'est fini, c'est fini. C'est pas comme ça. C'est vraiment un pilotage annuel toutes les années fiscales du 1er septembre jusqu'au dernier jour du mois de août, on fait ça de façon institutionnelle. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour vous en parler. On peut passer au prochain. Donc, honnêtement, là, le point de départ n'était pas simple du tout. Donc, on avait trois enjeux principaux. D'abord, je dirais des données auxquelles les médecins ne faisaient pas vraiment confiance. Ça, c'est normal dans le monde de la médecine. Avec des médecins, vous avez des données qui sont affichées, qui ont mesuré leur performance. Donc, le médecin, au début, je vous parle, là, ne faisait pas vraiment confiance. Ensuite, il y avait une résistance assez naturelle. Encore une fois, en médecine, c'est normal. Surtout là, quand on commence à mesurer là, ce qui touche à la pratique, surtout en chirurgie, vous pouvez vous imaginer, vous êtes chirurgien, puis là, il y a quelqu'un qui arrive, qui est en train de mesurer vos données en pratique, est en train de vous les afficher, vos données devant vous. Imaginez donc cette résistance-là. Et aussi, il y avait une petite confusion, je dirais. Donc, ce qu'on est en train d'évaluer, donc la question devient, est-ce qu'on est en train d'évaluer? Est-ce qu'on est en train d'améliorer? Pourquoi qu'on parle de ça aujourd'hui? Donc, avec le recul, je dirais que le problème n'était pas vraiment la motivation, c'était la crédibilité. Et je dirais peut-être aussi là, une manque de structure. Donc, pas de cadence, pas de rituel, pas de suivi clair. Donc, c'est quoi la solution là? Quand vous n'avez pas de cadence, pas de rituel, pas de suivi clair, c'est quoi la solution? Mais la solution, ce n'était pas d'ajouter un autre outil, comme un autre dashboard ou encore des données, mais c'était plutôt là, d'installer une récurrence dans laquelle on peut en parler davantage. Je vais vous en parler tantôt. On peut passer au prochain.
Donc, naturellement, écoutez, la première réaction côté médical, surtout, là, c'était du scepticisme. C'est normal. Honnêtement, c'est légitime. Vous auriez peut-être réagi de la même façon. Moi, j'aurais réagi de la même façon en tant que médecin. Donc, beaucoup de médecins, dans le temps, quand on a commencé ça il y a 2 ans, en 2020, 2024, l'année fiscale 2024, beaucoup de médecins dans le temps qui disaient, ces données-là ne reflètent pas ma réalité clinique. Il n'y avait pas aussi une crainte de comparaison injuste aussi là, entre les pratiques et de volumes très différents. Vous avez vu le cadre professoral des divisions, là. Les volumes sont différents. Donc, il y avait toujours des petites comparaisons un petit peu injustes, je dirais, entre les pratiques et le volume. Et surtout, on trouvait là, qu'il y avait un manque de confiance dans les scores. Donc, avec peu de réponses reçues par le sondage patient, imaginez là, le patient reçoit le sondage, répond ses scores et envoie ses scores à l'institution. Donc, imaginez si vous avez peu de réponses reçues par le sondage patient, un petit nombre de patients peuvent faire varier le résultat. Je suis sûr qu'on a des statisticiens, des mathématiciens ici avec nous aujourd'hui. Là, vous le savez, là, quand votre N est petit, ça fait, la variance devient extrêmement grande. Donc, avant de parler d'amélioration avec qui que ce soit des médecins, des chefs de division avec votre institution, avant de parler d'amélioration, là, il fallait d'abord construire la confiance dans la mesure. Et ça a pris à peu près 1 an et demi, 2 ans, je dirais. Cette année fiscale, 1er septembre, qu'on a commencé, je dirais, c'est la première fois là, que quand on parle de données, là, on sent qu'il y a la confiance entre les deux parties. Et même là, c'est à voir comment ça va se faire l'année prochaine, si ça va être encore mieux que cette année-là. On peut passer à la prochaine. Donc, une fois là, qu'on a commencé à avoir des données crédibles, la question devient assez simple. Qui fait quoi concrètement? Qui fait quoi là? Donc, nous, à Stanford, on a structuré ça en 3 niveaux que vous voyez. Donc, en premier, d'abord, là, je dirais au niveau du département de chirurgie, c'est extrêmement important. Donc, le département qui met le cadre, la méthode aussi, et les attentes, et aussi une cadence. Tout ça, c'est dirigé, c'est dicté là, par le département de chirurgie. Ensuite, vous avez des niveaux de division. Donc, le chef de division qui joue un rôle clé. On va en parler beaucoup aujourd'hui de chefs de division. Ça, c'est juste une intro, là. C'est eux, là, c'est les chefs de division qui prennent la donnée de l'expérience patient, et la ramènent dans leur clinique, leur division, leur cadre professoral. Et enfin, je dirais qu'au niveau institutionnel, on s'assure là, que tout ça reste aligné avec des grandes priorités organisationnelles. Puis quand je parle priorité, là, c'est pas seulement l'expérience patient. Vous voyez là, les piliers opérationnels en couleur là-bas. C'est pas juste l'expérience patient qu'on parle. C'est un ensemble de piliers opérationnels auxquels là, notre département de chirurgie, et d'ailleurs tous les départements de l'école de médecine à Stanford, on en est juste un département là, dans toute l'école, on doit tous s'aligner et s'engager à chaque année fiscale à ces piliers-là. Donc, vous les voyez, la qualité, sécurité de patients et d'équité en bleu, ça c'est un des plus grands. Le bien-être des équipes du corps professoral, le wellness pour le cadre des médecins, très, très important aussi. Um, la solidité financière en vert foncé, ça, je peux vous dire franchement que je passe peut-être 60% de mon temps tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, là, juste pour travailler dans ce domaine-là, la solidité financière. Et vous avez aussi l'expérience patient en rouge, notre sujet de présentation aujourd'hui. Donc, cet aliment-là est essentiel parce que c'est lié directement à l'objectif institutionnel. Donc, juste pour clarifier, avant qu'on passe à la prochaine slide, là, juste pour clarifier, l'expérience patient n'est pas à part. Elle fait partie de l'ensemble de ces 4 piliers opérationnels que vous voyez là en couleur. Et au final, je dirais que le design est assez simple et approfondi. Il y a un cadre central, une appropriation locale, puis un alignement global. En passant, je vous présente nos chefs de division, là, en chirurgie générale, Dr. Kebabiou, Dr. Jason Lee, chirurgie, vous allez le voir, les photos plus grandes plus tard, là, chirurgie plastique en deuxième, chirurgie pédiatrique, James Dunn, le troisième, Dr. Mark Melcher,
mon grand ami allemand américain, et Dr. James Chang, qui malheureusement va passer à la retraite. Il va se faire remplacer là, cette année fiscale qui s'en vient par un autre chef de division en chirurgie plastique. Et à gauche, la charmante Dr. Mary Hahn, la présidente de tout le département de chirurgie, et le vice-président Dr. Dahlman, Dr. Joe Forrester, c'est mes deux patrons, là, le monsieur à côté de la Dr. Hahn. Je soutiens le cadre de travail de ce grand chirurgien-là. Et ça, c'est notre équipe dans le département de chirurgie. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc là, on va parler des chefs de division. Concrètement, là, tout repose sur un rôle clé, c'est les chefs de division. Donc, ce sont eux qui font le lien entre les données et l'action. Donc, leur rôle, là, ce n'est pas de regarder des chiffres, c'est de leur donner du sens. Et ils animent les discussions, créent un espace assez crédible et non punitif. Alors, en tout cas, on l'espère. Et surtout, il responsabilise là, sans micro-gérer. Donc, le tableau de bord qu'on va en parler tantôt, le dashboard de médecin qu'on l'appelle, là, les aide dans ce sens-là. Et c'est vraiment leur leadership qui fait la différence. Donc, je vous les présente encore une fois, Dr. Kevin Bew, Jason Lee, Jim Dunn, Mark Melcher et Jim Chang. Et vous voyez aussi le nombre du cadre professoral qu'ils ont. La chirurgie générale la plus grande avec 47. Deuxième plus grande, c'est la chirurgie plastique, la chirurgie vasculaire avec 19, pédiatrique avec 17 et transplantation abdominale avec 9. Donc, 126 membres du cadre professoral dans le département de chirurgie au total. Bon, passe à la prochaine. Et donc, à partir de là, on peut rentrer là, dans le concret, les données, data. Data is king. Donc, on rentre là dans le concret parce que le tableau de bord ou le dashboard de médecin, cette année fiscale, je dirais, là, c'est devenu le point de départ de discussion des 5 divisions du département de chirurgie et notre équipe à nous, l'équipe de qualité. Donc, on travaille avec 3 types de données. Premièrement, d'abord, le résultat d'expérience patient, toujours lu par division et par type de visite aussi. Ensuite, il y a un niveau plus granulaire au clinicien, mais ça, là, c'est utilisé avec beaucoup de prudence. Si on a des médecins ici, là, dans la salle, vous savez de quoi je parle. Là. Quand vous parlez là, aussi granulaire que de mesurer là, des paramètres d'un clinicien ou d'un chirurgien ou d'un médecin en particulier, vous devez faire ça avec beaucoup de prudence. Parce que l'idée, là, ce n'est pas de comparer les individus, là, c'est de rendre l'amélioration actionnable. Donc, au final, le dashboard de médecin, qu'on va en parler tantôt, ça, c'est juste la vue générale, là, structure une conversation au début et ne remplace pas le jugement clinique. On peut passer à la prochaine. Donc, le tableau à droite que vous voyez là, la page sommaire. Donc, le tableau à droite qu'on voit là, ça, c'est la porte d'entrée du dashboard de médecin avec le paragraphe en dessous qui résume, je dirais, là, des faits saillants de la division pendant la période indiquée. Ça, c'est important, là. La période indiquée, c'est important parce que quand vous changez la période indiquée, les faits saillants peuvent varier, peuvent se changer. Donc, l'objectif est simple, c'est de cadrer rapidement une discussion et on a une vue globale au début quand on rentre dans une page sommaire de ce résultat-là avec quelques indicateurs clés que vous voyez affichés là. Donc, tout est agrégé. Et donc, on évite de tomber ici dans cette vue-là trop vite dans le détail. On peut ensuite naviguer, là, vous pouvez filtrer comme vous voulez, là, on peut naviguer la par division selon votre besoin. Et surtout, ça crée une base commune, je dirais, là, tout le monde part du même point, que ce soit la transplantation abdominale ou chirurgie plastique ou chirurgie générale, vous partez toujours du même point, de la page sommaire. Et c'est vraiment un outil là, pour lancer la discussion avec vos chefs et pas pour conclure. Donc, quand je rencontre les chefs de division, tous les mois, on s'assoit dans une salle de conférence avec leur directeur opérationnel. On commence toujours au même endroit. C'est ici. C'est la page sommaire de leur division dans le dashboard de médecin ou le tableau de bord qui entame cette belle conversation-là. Là, on va se rendre un peu plus en détail. On peut passer à la prochaine. Donc ensuite, on passe là d'une photo
à une évolution dans le temps. Donc ici, on regarde les tendances. Donc, par exemple, là, vous voyez, c'est quoi? C'est la chirurgie générale. Donc, là, en chirurgie générale, chaque ligne que vous voyez ici là, correspond à un indicateur précis. Donc, on peut filtrer selon le lieu où est-ce que l'opération a eu lieu. Donc, moi, si je me fais opérer en chirurgie générale dans le Bay Area, au nord de la Californie, peut-être que j'ai 15 places, locations où je peux le faire. Donc, tout ça, ça peut être filtré par lieu et aussi par type de visite. Donc, après l'opération, le type de visite avec mon médecin, avec mon chirurgien, soit ça peut se faire en personne, soit ça peut se faire en mode vidéo. Donc, tout ça peut se faire voir là, sur le dashboard. Donc, c'est important parce que le contexte sont différents. Et l'objectif ici, encore une fois, là, ce n'est pas c'est pas de réagir à un point isolé, mais c'est de comprendre la trajectoire. On peut passer à la prochaine. Là, on voit la plus petite division, donc la transplantation abdominale. Donc maintenant, si on regarde cette division-là, ces volumes-là, comme vous voyez, sont plus faibles. Donc chaque variation peut avoir plus d'impact. Regardez le N ici, là, 12 patients qui ont répondu, deux patients qui ont répondu pour la recommandation du médecin, 12 patients encore ont répondu pour la compréhension du médecin. Alors que dans le précédent, il y en avait beaucoup plus. On va en voir d'autres divisions. Vous allez voir, le N va augmenter. Donc, plus le volume sont petits, plus il faut être prudent dans l'interprétation. On peut passer à la prochaine. En vasculaire, vous allez voir là à l'inverse, les volumes sont plus élevés. Là, vous êtes dans les 340, 143, 331. Donc là, les tendances deviennent un petit peu plus robustes, je dirais, et donc plus utiles pour soutenir les discussions cliniques. Donc, on peut là commencer à voir des signaux un petit peu plus fiables. Et on peut passer à la prochaine pour voir notre dernier là, en chirurgie plastique. Donc en plastique, même logique ici, avec des volumes soutenus. Rappelez-vous, là, c'est la deuxième plus grande division. Et donc 417 patients ici qui ont répondu pour la note globale, 66 patients qui ont répondu pour la recommandation. Là, vous vous demandez peut-être ici, là, pourquoi que ça se fait que 417 personnes ont répondu au premier, puis seulement 66 au deuxième. Écoutez, c'est le nombre de réponses par sondage qu'on reçoit qui sont affichés. Ça ne veut pas dire là, qu'il y a 300 quelques patients qui n'ont pas reçu la question ou qui n'ont pas répondu à la question. Ça, c'est inconnu, ça. Tout ce qu'on sait, c'est que 66 personnes en chirurgie plastique, pour la question, la recommandation de ce médecin-là, ont répondu au sondage. C'est affiché tel quel. Et 417 patients ou 392 patients dans la même division ont répondu pour, mettons, la compréhension understood the patient, la compréhension du médecin envers le patient. Donc, le N varie, mais quand les grandes divisions comme la chirurgie générale ou plastique ont d'habitude des N qui sont assez robustes, assez grandes, et donc ça entame la conversation un petit peu plus facilement envers le chef de médecin et aussi envers leur cadre professoral. On peut passer à la prochaine. Donc là, si on descend encore d'un niveau, on arrive au niveau individuel. Là, il faut faire très, très attention ici. Là. C'est pas facile de parler au niveau individuel, surtout avec le cadre professoral, mais il y a une règle claire. D'abord, notez bien là, que le nom du clinicien ici est masqué, donc dans le cadre du respect, bien sûr, et de confidentialité, bien entendu. Donc, j'ai masqué le nom du médecin exprès, là, exprès parce que, encore une fois, la confidentialité doit se maintenir. Et de ce que cette vue individuelle permet de voir, c'est que le même chirurgien, donc ça c'est la même personne, le même chirurgien peut performer différemment selon des indicateurs. Donc on le voit très clairement ici, là. Par exemple, ce même chirurgien-là peut obtenir des scores très élevés, parfois même 100%, comme au début, avec Genuine Interest. Vous voyez, là, c'est presque de 100% du mois de décembre 24 jusqu'au août de mois de 25. Donc, c'est de 100% partout. Donc, si les scores sont élevés, parfois même dans le 100%, et c'est pas parfois, c'est souvent, vous voyez des 100% souvent, sur une dimension en particulier. Ils peuvent aussi présenter une variabilité sur un autre. Donc, ici, là, comme la compréhension du patient,
c'est 100%, mais le rappel d'une rencontre antérieure, là, vous avez une montagne russe là, qui arrive avec de la variation. Donc, cette lecture-là, individuelle, permet d'identifier des opportunités ciblées de développement. Ça, c'est clé, là. Et ça, c'est vraiment le point que j'aimerais vous faire aujourd'hui en parlant de l'expérience patient, là. C'est ce lien-là. C'est le lien entre ce que la note affiche et ce qu'on fait avec ça. Donc, soutenir le développement professionnel est vraiment important. Donc, comme je dis, il y a des opportunités ciblées de développement pour orienter l'accompagnement et la formation, donc le training. Stanford est très fort là-dedans. Donc, en mettant en place des formations, des modules de formation, on va en parler tantôt, de façon précise et constructive. Donc, l'objectif, là, ce n'est pas d'évaluer la personne, mais c'est de soutenir son développement professionnel. On peut voir un autre, on peut passer à la prochaine, Michael. On peut voir le deuxième individu ici. Là, on voit la même chose ici. Il y a un médecin qui peut avoir d'excellents résultats globalement, mais variés sur un autre indicateur précis. Comme ici, là, notre médecin masqué, encore une fois, a obtenu 100% sur l'indicateur compréhension du patient, excellent, ou le respect des priorités, 100% tout au long, excellent ça. À l'inverse, vous descendez un peu, puis vous voyez là, que certains indicateurs vont varier davantage, comme la probabilité de recommander. Vous vous demandez peut-être comment que ça se fait là, que la même personne qui a eu 100% en compréhension du patient et respect de priorité, c'est un excellent chirurgien, j'aimerais aller me faire opérer par cette personne-là, mais oups, attends une minute là, la probabilité de recommander cette personne-là varie tout le temps. Donc, ces choses-là arrivent quand on lit les données. Et ça, là, ça peut fluctuer dans le temps, comme on dit. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Et mon travail à moi, heureusement, devient un petit peu plus actif parce que ça permet de cibler où accompagner et où former. Donc, non pas parce qu'un clinicien performe mal, mais parce que certaines dimensions sont moins stables. Et c'est exactement là que l'accompagnement avec les cours, les modules de formation qu'on va en parler tantôt, deviennent extrêmement pertinents. On peut passer à la prochaine. Donc là, je vous montre la métrique principale de cette année fiscale 2026. Ça, c'est le Holy Grail de la chirurgie cette année, là. C'est le visuel du rapport sur la note globale du médecin pour toute la division ensemble. Donc ici, dans ce cas-là, ici, je pense que c'est la chirurgie générale, oui. Donc pour la chirurgie générale, entre le mois de juin 25 et février 26, donc les dates sont flexibles. Parce que par défaut, là, on regarde généralement du mois de juin jusqu'au dernier point disponible. Ici, notre dernier point disponible, c'était février 25, février 26. Et donc, on peut s'ajuster pour la période facilement dans la plateforme du dashboard. Donc, vous pouvez jouer avec les dates dans le dashboard. Moi, je reçois ce rapport-là tous les mois de l'équipe d'expérience patient. On a une équipe dédiée à l'expérience patient qui gèrent leurs propres données, qui gèrent tous ces rendements, tous ces rapports-là, qui m'envoient ça tous les mois, un par division. Mais si on veut vraiment là, jouer avec les dates, comme j'ai dit, ça se fait sur le dashboard, sur le tableau de bord, pas dans les rapports mensuels qu'on reçoit. Donc, les résultats ici sont présentés séparément pour les visites en personne, comme vous voyez, et pour les visites vidéo. Donc, avec l'intervalle de confiance à 95%. Ça, c'est vraiment important. Premièrement, vous remarquez peut-être là, que les visites vidéo sont d'habitude un petit peu plus faibles que la visite en personne. Ça, c'est tout au long de toutes les divisions presque en chirurgie, que ce soit en général, que ce soit en vasculaire, que ce soit en transplantation abdominale, que ce soit en plastique, que ce soit en chirurgie pédiatrique. Les scores vidéo, d'habitude, je ne sais pas pourquoi, si vous avez la réponse, s'il vous plaît, là, mettez ça dans le chat. Les scores vidéo des patients sont d'habitude plus faibles que des scores en personne. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si moi je suis un patient qui se fait opérer, et là je suis de retour, et je suis en train de consulter avec mon chirurgien. Si je le fais en personne, s'il est assis devant moi,
D'habitude, les notes et les scores que je veux donner à la question que je veux recevoir par ces sondages-là, d'habitude, je dis pas toujours, c'est sûr qu'il y a des exceptions. D'habitude, les scores vont être un petit peu plus élevés que si je vois ma chirurgienne dans mon iPhone. Elle est en train de me parler à travers du téléphone. How are you, Mr. Etema? I'm really good. How are you feeling today? Yeah, catching my breath. Donc ça, c'est très, très différent. Quand les visites vidéo se font tester, on voit là, qu'il y a toujours des notes qui sont un petit peu plus faibles. Et la question elle revient tout le temps par le chirurgien. Pourquoi que les notes de mon division en moi sont plus faibles en visite vidéo? On fait quoi avec ça? Comment est-ce que je peux gérer ça? Comment, c'est pas mon problème à moi si mon patient est assis à la maison à 40 kilomètres de l'hôpital sur un téléphone puis ils ne savent même pas comment utiliser Zoom, ils ne savent même pas comment utiliser le vidéoconference. C'est pas mon problème à moi s'il me donne un score de 3 sur 5. S'il serait ici devant moi, il m'aurait peut-être donné une note de 5 sur 5. Va changer ça, c'est pas mon problème. Donc, on reçoit là, ces commentaires-là, ces obstacles-là tout le temps. C'est pas facile, là, je vous dis, là, dans le monde de la chirurgie, c'est pas facile de travailler avec des scores, puis avec le rendement, puis avec des données, surtout avec des cliniciens. Puis surtout, si vous n'avez même pas accès au patient, puis vous savez même pas qu'est-ce que le patient a dit, où il a dit, comment il a dit, puis quand il a dit. Donc, imaginez, là, vous êtes en train de gérer tout ça. Donc, juste pour vous aligner un petit peu avec les boules bleues et oranges. Donc, les points bleus indiquent que l'objectif est atteint ou dépassé, puis les points ou les boules oranges indiquent que l'objectif est un petit peu sous la cible, mais pas nécessairement en dehors de l'intervalle de confiance. Ça, c'est très important. Là. Je vais prendre quelques minutes additionnelles pour vous en parler de ça parce que ça, c'est clé. C'est vraiment une distinction importante, là. La distinction clé pour le chef de division, être sous la cible ne veut pas dire automatiquement là, qu'il y a une différence statistiquement significative. Là. Non, c'est pas comme ça. Donc, dans la grande majorité de cas, je dirais même dans tous les cas que j'ai vus, dans toutes les divisions de chirurgie, les divisions se situent à l'intérieur de l'intervalle de confiance. C'est quoi l'intervalle de confiance? Quand vous voyez là en haut avec la boule bleue, entre 89,2 et 93,3, tout ce qui tombe dans cet intervalle-là est dans l'intervalle de confiance. Que ce soit dépasser l'objectif en bleu ou pas dépasser l'objectif en orange, en autant que ça tombe dans cet intervalle-là, c'est bon. Donc, c'est la distinction clé, comme je dis. Dans la grande majorité de cas, toutes les divisions passent leur note. Et donc, la ligne de cible là, que vous voyez, vous vous demandez peut-être, c'est quoi la ligne de cible? C'est quoi le but là, de la ligne de cible? Bien, ça, là, ça sert surtout de repère interne. Donc, c'est un point de référence sur l'axe. Et évidemment, on préfère toujours avoir une boule bleue. Tout le monde veut une petite balle bleue, mais une boule orange qui veut dire sous la cible, est tout à fait acceptable. Si, encore une fois, là, si ça tombe dans l'intervalle de confiance, ça reste tout à fait acceptable. Donc, l'objectif et l'intervalle de confiance répondent à deux questions différentes et doivent toujours être lus ensemble. On le fait tous les mois avec le chef de médecin. On peut passer à la prochaine? Parfait. Donc, si on combine ça avec une lecture individuelle, écoutez, là, on peut voir des trajectoires par clinicien, mois après mois. Ça, là, c'est tous les cliniciens du division. Je pense que c'est la chirurgie générale. Donc, on peut voir leur trajectoire par clinicien, mois par mois. Et surtout, là, le nombre de réponses, donc les N. Donc, ça, là, c'est essentiel pour interpréter ça correctement. Donc, l'objectif reste le même, là. Identifier où, par où, là, en voulant dire à quel niveau accompagner, pas pour pointer du doigt. Donc, à quel niveau un chirurgien, ils sont tous masqués, comme vous voyez, là, mettons un chirurgien à la troisième. S'il y a une variation, on peut, là, en voulant dire à quel niveau accompagner cette personne-là avec le rendement de la formule puis le training qu'elle aimerait recevoir. Donc, cette vue est particulièrement utile pour le chef de division parce que je pense qu'elle permet de repérer là, rapidement les trajectoires individuelles, là, surtout lorsque
certains résultats s'écartent de façon répétée. Donc, la visibilité du N, comme je dis, par mois est essentielle ici pour une lecture crédible des résultats, et pour les résultats individuels surtout, parce que si moi je suis un chirurgien dans une division, j'aimerais savoir là, mon N, j'aimerais savoir combien de mes patients-là ont répondu à mes sondages. Si j'en ai vu 14, puis il y en a juste 3 qui ont répondu, ils sont où le reste de 11, là, sont où? Pourquoi il y en a juste 3 qui ont répondu? Donc le N devient extrêmement important. Mais quand le N est élevé, je dirais là, que les résultats sont généralement plus stables. Et c'est plus facile d'interpréter ça, de parler avec des médecins. Mais malheureusement, comme vous constatez, là, quand le N est faible, il faut être beaucoup plus prudent parce qu'un petit nombre de réponses ne donne pas toujours le portrait complet. Donc, par exemple, si vous avez deux patients qui donnent une note de 50% chaque, donc moi je donne 50%, l'autre personne donne 50%, ça peut faire là, varier fortement le résultat et sans nécessairement refléter la réalité globale du médecin. Donc, dans ce sens-là, la discussion est très, très différente, là. On ne cherche pas là, à tirer des conclusions rapides, mais plutôt à comprendre le contexte et à voir s'il y a un signal qui se répète dans le temps. Et ça nous amène à interpréter là, le résultat avec nuance, en tenant compte, bien sûr, des volumes, du contexte et surtout, je dirais, de la trajectoire de la personne. On peut passer à la prochaine? Donc, jusqu'à-là, on a parlé de mesures, mais ce n'est pas suffisant. Donc, à un moment donné, là, il faut passer à l'action. Et cette action-là passe par le développement des compétences. Donc, ACES, en français, là, c'est faire progresser l'excellence en communication à Stanford, Advanced in Communication Excellence at Stanford. C'est notre programme de communication clinique partout dans l'école de médecine à Stanford. C'est vraiment connu à l'échelle internationale. Donc, l'idée là est simple, c'est de partir des données et de les transformer en actions concrètes. Donc, tous les nouveaux médecins là, qui rentrent à l'année fiscale le 1er septembre, qui rentrent dans le cadre professoral de la division, suivent une formation de base. Ça, c'est le niveau 1.0, on l'appelle. Et par contre, pour les membres établis, les established faculty, donc les membres établis, nous avons un objectif plutôt, je dirais, le déploiement par division. Donc, avec un cible défini, c'est toujours 25% de votre cadre professoral. Donc, rappelez-vous, là, chirurgie vasculaire avec 19 personnes. Donc, 25% de ces 19 personnes-là doivent être assignées et alignées avec la formation 2.0 de ACES qui va être dirigée et notée par leur chef de division. Donc, mon rôle à moi, en tant que responsable qualité du département de chirurgie, c'est d'assurer le suivi opérationnel. Donc, je surveille les inscriptions, je surveille les complétions de façon hebdomadaire, en collaboration surtout avec l'équipe d'expérience patient que je vous ai parlé tantôt, qui m'envoie tous ces rapports-là et qui ont les données, qui ont la base de données, tout est dirigé par l'équipe expérience travail, mais moi, de façon hebdomadaire, je dirige le suivi opérationnel. Donc, j'alerte le directeur de division des fois, là encore d'écart, puis il y en a des écarts. Et je m'assure que les objectifs d'enrôlement, surtout et de complétion, soient atteints. Et donc, le chef de division, encore une fois, joue un rôle clé parce qu'il nous aide à identifier au sein de leur corps professoral qui exactement, dans leur équipe, qui devrait suivre quelle formation. Ça, c'est très important, là. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller là, en chirurgie plastique avec 34 membres et leur dire, Docteur Johnson, vous devez prendre cette formation-là. Moi, je n'ai pas l'autorité, je n'ai pas la permission de faire ça. Ça se fait par le chef de division qui, encore une fois, au sein de son corps professoral, appointe qui devrait suivre quelle formation. Donc, je rends également compte de ce résultat-là en comité d'affaires cliniques, mes boss à moi, Dr. Dahlman et Forster, que je vous ai présenté tantôt. Et on reste donc très pragmatique, je dirais, là, très ancré dans la réalité clinique. Donc, les données, là, nous disent où agir. Les données nous disent toujours où agir et les formations, ici en ce cas-là, les formations ACES, nous donnent les moyens de le faire. On peut passer à la prochaine.
Et concrètement, comment ça se traduit? Ben, écoutez, on commence toujours par une formation de base, comme je vous ai dit, là, le niveau 1.0. Ça, là, ça permet d'établir un langage commun en communication clinique, surtout à travers le département, surtout pour les nouveaux médecins. Ensuite, nous avons, comme j'ai dit, là, des modules ciblés niveau 2.0 qui sont déployés en fonction de besoins identifiés par les données là, que je vous ai montré bien tantôt sur le dashboard. Donc, ces formations complémentaires, le 2.0, il y en a plusieurs, là, il n'y en a pas juste un. Les formations complémentaires couvrent, je dirais, là, des situations très concrètes. Donc, par exemple, vous avez des cours sur les visites virtuelles. Rappelez-vous, là, les visites virtuelles, le score était low. Pourquoi? On ne sait pas. Imaginez être le médecin qui a toujours des scores toujours un petit peu moins élevés dans la visite virtuelle, mais guess what? Il y a un cours là, sur la visite virtuelle qui est offert par Stanford. Ton chef de division vient d'assigner ce cours-là à toi et tu as 5 mois pour le finir. Il n'y a pas de choix là. Parle à Amin, il va gérer ton rendement opérationnel jusqu'à la fin. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on part des données, puis on passe à l'action. Donc, visite virtuelle, c'en est un. Conversation difficile, c'en est un. Encore une fois, vous pouvez avoir des scores moins élevés avec des conversations difficiles. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est mesuré sur le dashboard. Donc, si ça, c'est votre problème, votre pet peeve, comme on dit, ben, il y a des cours de conversation difficiles qui sont offerts. Encore une fois, ton chef vient d'assigner à cette formation-là, va le prendre. Tu as 6 mois pour compléter. Il y a aussi la communication entre cliniciens. Il y a plusieurs cours là, dans les formations complémentaires qui sont offerts et qui donnent le choix à notre cadre professoral pour être assigné et pour s'enrôler. Donc, le choix de participation, là, c'est guidé, bien sûr, comme j'ai dit, par les chefs de médecins en fonction des besoins de leur corps professoral et de leur pratique clinique surtout. Donc, le format se sont volontairement flexibles. Il y a des cours qui se font au présentiel, il y a des cours qui se font virtuels, il y a des cours, je pense même il y a des cours hybrides. Et tout comme les horaires, là, afin de s'adapter au mieux aux contraintes cliniques. Donc, on ne forme pas tout le monde à tout. On cible. Rappelez-vous, là, on ne forme pas tout le monde à tout, on cible. Donc, de manière précise, des fonctions données des besoins réels du terrain. On passe à la prochaine. On va se grouiller un peu là parce que j'aimerais laisser du temps un peu à la fin. Donc d'abord, écoutez, avec un peu de recul, c'est ce qui a vraiment marché. Donc là, on parle de ce qui a marché. Donc d'abord, l'appropriation médicale. Donc ça n'a pas été facile, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça se fait tranquillement. Les cliniciens, là, notre cadre professoral, ont commencé à embarquer, je dirais, plus cette année fiscale-là. Donc les données sont devenues un petit peu plus utiles dans les discussions et dans les présentations. Les échanges aussi ont changé parce que là, les échanges sont un petit peu plus structurés, sont plus factuels et surtout un petit peu moins défensifs. Et ça, là, ça aide beaucoup dans la pratique quotidienne surtout parce que ça ramène les discussions sur le processus là, plutôt là, que sur les individus. Donc, au final, je dirais qu'il y a un vrai changement de culture, un culture change, on l'a vraiment vu, on l'a vécu et ça, c'est bien parce que la donnée là, fait maintenant, la donnée de l'expérience patient fait maintenant partie de nos conversations normales là, au niveau quotidien. Passer à la prochaine. Mais il y a eu aussi là, des défis. Donc, on a eu des défis réels et je pense que c'est important de les reconnaître. D'abord, un engagement variable selon les divisions, selon les périodes. C'est très influencé ça, par des réalités cliniques, par des réalités locales et même par les priorités du moment. Donc ensuite, je dirais que le temps clinique reste une contrainte majeure dans le monde de la médecine. Le temps clinique, les médecins qui sont parmi nous aujourd'hui savent ça très bien. Là, le temps clinique reste toujours une contrainte majeure en opération. Donc même avec de l'intérêt, des bons outils, deux autres dashboards, tout ça, vous ramenez tout ça si vous n'avez pas de disponibilité là, du médecin et du cadre professoral, ça demeure vraiment limité. Donc, ce qui rend, je pense, la participation un petit peu difficile, je dirais, là, c'est à maintenir ça de façon constante. Donc, enfin, l'interprétation de données a demandé un accompagnement continu
pour éviter la lecture hors contexte. Et rappelez-vous là, l'importance du N et l'importance de l'intervalle de confiance, 95%, les axes là. Ça a pris du temps pour faire comprendre ça au cadre professoral c'était difficile au début. Donc, au fond, reconnaître, écoutez, le reconnaître ses limites fait partie de la démarche. Donc, ça contribue directement à la crédibilité de l'équipe de qualité de ce que je fais moi, à la confiance du projet. On peut passer à la prochaine. Et donc, justement, à partir de ces constats-là, on a pu ajuster notre approche. Donc, si je veux résumer les principales leçons, je dirais là, qu'il y en a peut-être quatre. D'abord, la crédibilité des données, c'est important parce que sans crédibilité, notamment des intervalles de confiance, la taille des échantillons de N, l'adhésion là, est difficile à obtenir. Ça, c'est sûr. Ensuite, le leadership médical, très, très important parce que les données prennent réellement sens lorsqu'elles sont portées par le chef de médecin. Pas quand elles sont portées par l'équipe de qualité. Là. Quand elles sont portées par le chef de médecin, qui l'ont obtenu par l'équipe de qualité peut-être. Et donc, ça, là, ça doit être intégré dans la discussion clinique. Je dirais aussi, là, l'intention doit être très claire. Parce que quand on comprend que l'objectif, c'est l'amélioration d'un processus, puis c'est pas l'évaluation de la personne, bien, écoutez, là, les réactions défensives diminuent nettement, c'est sûr. Et enfin, je dirais que la mesure doit être reliée à l'action. Donc, les données seules ne suffisent pas. Donc, il faut les traduire en changements concrets, et surtout des équipes de l'évolution de la pratique qui font ça. Donc, sans ça, rien tient dans le temps. Donc, pour résumer, la crédibilité, leadership, intention et action. Ça, là, c'est les leviers du changement durable. On peut passer à la prochaine. Et pour terminer, écoutez, là, je voulais ouvrir sur votre réalité. Là. Donc, j'aimerais vous proposer trois pistes de réflexion très concrètes. Donc, d'abord, le rôle des chefs médicaux. Comment est-ce que vous le soutenez, là, ce rôle-là, pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle de relais qui est crédible, tout en respectant l'autonomie professionnelle et la réalité de leur clinique. Ça, c'en était. Ensuite, l'utilisation de données. Qu'est-ce qui est réellement perçu par vous comme utile, comme crédible? C'est quoi utile? C'est quoi crédible pour vous en tant qu'utilisation de données? Et comment intégrer de façon plus naturelle ces notions comme les intervalles de confiance ou la lecture des échantillons ou dans la présentation de ce résultat-là? Comment vous les présentez? Enfin, je dirais qu'il y a un lien qui doit s'établir entre les données et la formation. Ça, là, c'est la force de Stanford et j'aimerais tellement dire un jour que c'est la force de l'Université de Montréal. Quand il y a un lien entre données et formation. Donc, comment transformer ces informations-là en levier concret de développement surtout. Développement de quoi? Développement de compétences, de compétences de mon cadre professoral. Puis après ça, vous devez maintenir cet engagement dans le temps. Donc, il n'y a pas de réponse unique. Il n'y a pas de recette magique, la potion magique à la panoramique, s'il n'y en a pas à ces questions-là. Mais ce sont, à mon sens, des éléments essentiels à discuter dans votre contexte à vous. Et d'ailleurs, je serais vraiment curieux d'entendre vos perspectives à vous. Surtout Kevin Johnson, je vous regarde là, j'aimerais vraiment savoir votre contexte et d'entendre vos perspectives sur ces enjeux-là de votre contexte. Là, on passe à la dernière, donc mes chers amis, là, la 25e diapo en bas, en espérant avoir une 25e coupe à Montréal. J'y rêve là, depuis 1993. J'étais sur Sainte-Catherine devant le forum quand on a gagné notre 24e, donc j'espère que ça arrive cette année, la 25e. Donc merci encore pour l'invitation. C'est vraiment un privilège, là, est un plaisir sincère de voir vraiment partager ce travail avec vous aujourd'hui. Avant de passer à la discussion, là, je voulais simplement prendre un moment pour remercier les personnes qui ont rendu cet échange possible. Un merci tout particulier à l'équipe du Pôle Santé HEC Montréal, notamment Denis Chenevert, Kevin Johnson, Nadia Benomar, Ariane-Hélène Fortin, Clémentine Leroy, Michael Gaudin et mon ami Badreddine au nouveau HEC, à l'édifice Hélène Desmarais sur de la Gauchetière. Toute une beauté, ça je l'ai vu en personne. Donc pour cette belle invitation, pour l'organisation,
et surtout pour l'espace là, de réflexion là, que vous avez créé euh, ici là, au Pôle Santé HEC Montréal. Donc pour moi, il y a aussi quelque chose de très personnel dans ce moment-là. Donc je suis un fier diplômé de HEC Montréal, comme vous avez constaté, là, comme ancien. J'ai eu la chance de représenter l'école à l'international, donc notamment comme ambassadeur expatrié là, lors des rencontres annuelles qu'on a mois de mai, ça s'en vient là, à San Francisco. Donc, ça, c'est en lien avec la délégation du recteur, M. Daniel Jutras, et le bureau surtout là, du développement économique du Québec en Californie sont situés à Los Angeles. Donc, un merci particulier à mon ami Mathieu Cormier, à Mme Julie Ducharme, qui sont basés en Californie et avec qui j'ai eu la chance là, de collaborer dans ce rôle-là. Donc aujourd'hui, là, pouvoir vous parler depuis Stanford dans un département de chirurgie, c'est un parcours que je n'aurais pas osé imaginer il y a quelques années, surtout il y a 24 ans, quand j'ai gradué de HEC. Donc, même à distance, avec mon petit cordon HEC, là, que je porte tous les jours, mais surtout aujourd'hui sur Zoom, je garde ce lien très, très vivant avec l'école et avec Montréal. Donc, cette invitation du pôle santé a donc une signification extrêmement particulière pour moi. Et j'espère là, sincèrement que ce n'est pas une discussion isolée, mais c'est le début là, d'un échange là, qui pourra se suivre et poursuivre. Donc, que ce soit sur la qualité et sécurité du patient, là, je vous parle là, des piliers opérationnels que je vous ai montrés tantôt, que ce soit sur la qualité sécurité patient, que ce soit sur la performance financière, que ce soit sur le bien-être du corps professoral ou encore le nouveau pilier. J'espère que ça devient un pilier parce que je l'ai commencé cette année fiscale-là. Je ne pense pas que ça va devenir un pilier, mais un demi-pilier. C'est le développement des résidents en médecine, en chirurgie, à travers des cohortes structurées des qualités là, comme celle que j'ai commencé le 1er septembre. Donc ça, c'est très excitant pour moi. Donc à ce titre-là, je le dis très simplement, là, si vous avez l'envie de m'inviter encore à revenir, je serai là. Donc merci encore. Très heureux là, de poursuivre la discussion avec vous. Merci. Je sens l'urgence d'y aller avec les questions qui sont dans le clavardage. Il y en a déjà plusieurs. Je débute par Pierre Dems qui dit, je comprends que le travail est centré sur la portion j'échange avec mon médecin vécu par les patients. Et la question est pourquoi s'être penché sur cette étape-là quand on regarde la trajectoire d'un patient qui a d'autres étapes comme arriver à l'hôpital, faire l'admission, entrer dans le service, est-ce que je suis dans ma chambre, tout ça, qui fait partie d'un continuum, d'une trajectoire de chirurgie. Donc, comment cette portion-là est regardée dans l'établissement, puis j'imagine comment ça s'inscrit là-dedans, là. Les questions, les questions que je vous ai montrées, là, qui sont affichées, ça, c'est réparti dans tout le département de chirurgie, mais aussi dans l'équipe de médecine, dans l'école de médecine. Donc, ces questions-là, c'est une autre compagnie, c'est une compagnie de tiers parties, mettons, qui établit les questions qui sont lues, approuvées par tous les départements de médecine et ensuite sont envoyés comme sondage à leurs patients. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai parlé là, du niveau du département, des divisions, puis aussi de l'institution. Donc, tous les départements, là, on est en chirurgie, mais les autres départements en anesthésiologie, mettons, ils font la même chose, là. Ils font ça au niveau du département avec leur président et du niveau de leur division. Donc, les questions sont toujours les mêmes. On ne peut pas changer les questions. Pourquoi qu'on ne peut pas changer? Parce que c'est des questions qui ont été établies par une compagnie qui a été choisie, mettons, par le cadre général de Stanford pour cette année fiscale. L'année prochaine, peut-être qu'on va changer de compagnie, peut-être que les questions vont changer, mais ça met en effet là, à quel niveau un patient en particulier va avoir une question à laquelle elle peut répondre. Ça répond en partie à une autre question qui était comment les questions du questionnaire patient ont été validées. Ben, au niveau institutionnel, écoutez, on en a, je pense qu'il y en a 355 questions qui sont dans la base de données, là, 355 questions qui, avant d'être envoyées aux patients, sont jumelées par rapport aux besoins du patient.
Donc, si moi, je suis le responsable, là, la personne qui doit envoyer ces questions-là à cette patient-là qui vient de se faire opérer en chirurgie plastique, à travers de ce besoin-là, je choisis une trentaine de questions. Je pense que c'est 27 à 29 questions, à moins de 30 questions qui sont envoyées à cette personne-là, à travers de ces 350-là. Et donc, c'est facile à dire, ben, pourquoi tu as choisi la question 22 et tu n'as pas choisi la question 156. On ne travaille pas, malheureusement, à ce niveau-là. Et je pense qu'on est en train là, de s'approcher un petit peu plus dans cette relation-là pour avoir un petit peu plus d'action, puis plus de, d'influence, je dirais, là, pas quelle question choisir, mais j'envisage pas le jour où nous, comme département, on pourra envoyer des questions aux patients comme on veut. Ça va jamais se passer parce que ça va être du bias. Là. Je vais leur envoyer exactement les 29 questions que moi je veux parce que je sais comment le rendement est venu. Donc ça, c'est pour ça là, qu'il y a toujours un lien entre une autre compagnie et nous qui font ça. Il y a une question super intéressante qui porte sur la confiance entre, en fait, des médecins envers les données. La personne dit, vous avez mentionné au début de la présentation que les médecins n'avaient pas confiance dans les données présentées dans les tableaux de bord. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils commencent maintenant à avoir confiance dans ces données-là, si c'est le cas? Écoutez, ça c'est la question clé. On se la pose tout le temps. Premièrement, je dirais qu'il n'y a pas de confiance à 100% en ce moment-là, mais je suis certain là, que ça, la confiance a augmenté. La manière que ça s'est déroulé, là, c'est le rendement. Vous devez le faire continuellement. Donc, si vous rencontrez votre chef de division une fois par année, puis vous lui montrez le dashboard de médecin avec des scores qui sont pas élevés, avec des N qui sont pas élevés, avec des notes qui sont pas élevées, puis là, vous le voyez l'an prochain, là, la confiance va baisser et il ne va pas avoir beaucoup de rendement. Mais si vous le faites de manière extrêmement graduelle et mensuelle, ça ne veut pas dire que le N va augmenter, mais ça veut dire que la confiance va augmenter. Donc, à chaque fois qu'il y a des questions, on ramène les questions de la division, puis on travaille avec notre équipe d'expérience patient. Ils sont vraiment bien parce qu'ils s'ajustent exactement au détail des questions qui sont posées. Puis à un moment donné, quand moi je suis un cadre professoral ou un chef de division, à un moment donné, là, j'arrête de poser de questions. Là, j'arrête de ne pas avoir confiance parce que c'est la mesure institutionnelle qui a été alignée par mon département, par mon institution. Je n'ai pas de choix. Donc, vous ne pouvez pas continuer là, continuellement de ne pas avoir de confiance en votre équipe de qualité. Puis au dashboard board qui a coûté, je ne sais pas, 12 millions de dollars là, en installation, tout simplement parce que votre cadre professoral n'est pas content avec tes questions. Ça n'existe pas. Donc, ce lien-là, cette confiance-là, doit s'établir par nous, par l'équipe de qualité, avec un rendement graduel et mensuel. J'espère, en tout cas, on le fait, je ne dis pas que c'est à 100%, mais ça vraiment, là, ça a augmenté. Merci, on a bien répondu en fait aux questions du sondage. On va aller vers la main levée de Denis Chenevert. Pardon, les questions du clavardage. Denis Chenevert. Merci beaucoup, Amine, pour cette présentation magnifique. Écoute, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir t'accueillir aujourd'hui à HEC Montréal au sein des séminaires du Pôle Santé. C'est un début, et non pas un premier épisode, c'est un début d'un partenariat, j'en suis convaincu. Vous avez beaucoup de choses à nous apprendre sur votre façon de faire. Je trouve ça très intéressant. Je reviendrai un peu sur la première question qui a été posée et j'aimerais savoir comment vous réagissez dans un contexte comme celui-ci. On sait que l'expérience patient, elle est le fruit d'un ensemble d'étapes dans un processus. Il n'y a pas juste la relation avec le médecin, mais il y a un ensemble d'autres processus, c'est-à-dire l'accueil, la prise de rendez-vous, la relation. Donc, il y a un ensemble de dynamiques qui vont influencer l'expérience patient. Dans quelle mesure tous les autres éléments de ce processus peuvent venir affecter la relation qu'il a avec son patient? Autrement dit, s'il est mécontent de toute la dynamique, sauf la relation avec son médecin, est-ce que ça va teinter cette relation? Est-ce que ça va avoir un effet éventuel qui n'a rien à voir avec le médecin? Finalement, le médecin, il fait son travail, mais tout le reste a été perçu comme négatif par le patient comme expérience.
Merci pour la question, Denis. C'est cette question clé à laquelle je pense pas qu'on pourra avoir une réponse clé, mais je peux vous dire là, que les piliers opérationnels que je vous en ai parlé, là, les quatre, l'expérience patient touche au score de médecin. Si vous enlevez celui qui était vert foncé, qui était qualité financière, les deux autres qui sont là, donc la qualité, puis la sécurité des patients, puis l'équité, et surtout le well-being là, pour le corps professoral. Donc, le bien-être du corps professoral touche beaucoup au cercle de travail d'un médecin. Donc, que ce soit les infirmiers, les technologistes, tous les gens là, qui sont impliqués, mettons, dans une visite à un patient, qui peuvent avoir une influence directe sur le score du médecin. Donc, je pense que ce qu'on est en train de faire avec le temps, Denis, là, c'est de prendre les données, les scores, les résultats d'un pilier opérationnel comme patient expérience et de trouver leurs lacunes et ensuite de le faire jumeler et de faire bâtir un pont avec les autres piliers comme le bien-être du corps professoral qui, au niveau détaillé, peuvent aussi toucher exactement aux lacunes de l'autre pilier et de faire un pont et de faire du travail jumelé pour que tous les piliers augmentent. Je pense que ça, là, en répondant très vite à votre question, je pense que ça, c'est l'idée principale. C'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain, c'est sûr que ça se fait pas là en indiquant une personne dans un département en particulier. Abin, toi, tu vas faire ça. Toi, là, tu vas être le bridge entre le bien-être et la qualité sécurité pour la chirurgie. Je pense que ça va se faire en équipe générale au niveau institutionnel et je pense que quand ça va se faire, là, quand que le bien-être ou quand la qualité sécurité patient ou l'équité patient peut se jumeler là, avec le travail qui se fait, mettons, en expérience patient, là, on pourra répondre à ces questions-là. Mais au niveau individuel, ces piliers-là, Denis, comme vous voyez, là, répondent à des questions spécifiques avec des données spécifiques qui sont rapportées mensuellement. Puis à la fin de l'année, là, dans 3 mois, on fait un report out à toute l'organisation. Puis si on passe notre objectif, mais c'est excellent, on reçoit des fonds, on reçoit des accolades, tout ça, mais il reste toujours des lacunes derrière la scène là, qui doivent s'ajuster. Comment on l'ajuste? Ben, on regarde toujours l'an prochain. L'an prochain, peut-être qu'on pourra faire X, Y pour s'ajuster. Et c'est une amélioration continue. Un grand merci. Bon, il est déjà 13h02. On va devoir se quitter. Oh, Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience c'est à vous. avec nous. Excellent. On souhaite une belle fin de journée à tous et on a mis dans le clavardage le lien pour le prochain séminaire qui porte sur les facteurs de risque et de protection de l'épuisement des gestionnaires de premier niveau dans leur réseau de la santé. Voilà. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir.